d'une vieille connaissance, Daniel Giraud, dont notamment un superbe ouvrage qui s'appelle Métaphysique de l'astrologie, qui est paru en 88, qui a été réédité chez Vervi. Et donc il vient de son Ariège, que tu as investi déjà depuis près de 40 ans en fait. Et presque, ça fait 37-38 ans. Oui, je suis arrivé en 72 là-bas. Et même si j'ai essayé de divorcer plusieurs fois de l'Ariège, j'y suis toujours retourné, comme s'il y avait une attraction-répulsion. Finalement, c'est comme avec toi, hein, on se revoit et puis on se sépare pendant des décennies. Mais là, on risque pas de se séparer pendant 40 ans supplémentaires. Parce qu'il nous resterait plus longtemps. Là, on sera centenaire, enfin, on peut le souhaiter. Mais quand je t'ai connu, tu étais un petit jeune avec des cheveux noirs. Hein. Oui, bah écoute, tu peux les faire teindre aussi, c'est pas un problème. Enfin, toi, tu te souviens particulièrement de Saint-Maximin, c'est ça t'avait... Voilà, c'était 78. Ouais, 78, hein, bonne mémoire. C'était sympa, ça avait été bien organisé. Et j'avais été content avec mes copains. D'ailleurs, ça a été enregistré. Bachstein, on a certainement les. Je n'ai pas tout mis en ligne, mais j'ai l'enregistrement ouais. de tout ce qui s'est dit, plus les photos. Mais en vidéo ou... Non, à l'époque, non. Oui, non, à l'époque. C'est sur cassette audio. Ouais. Donc on pourra le mettre un jour ou l'autre. Si tu retrouves, donne-les-moi, ça me. Non, mais je les mettrai en ligne. Ça m'arrête de les voir. Oui, non, mais tu les entendras. On a passé un bon moment. Oui. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus, hein, surtout. Oui. Mais on n'arrive pas à faire des choses aussi importantes maintenant. Hein, Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'astrologues? Non, si, mais les temps changent, et puis maintenant il y a Internet, il y a des choses qu'on ne peut pas recommencer exactement la même chose. Mais enfin, moi j'ai un peu inversé la formule. Moi, c'est au lieu que les gens viennent à moi, je viens chez eux. Il y a une espèce d'inversion. C'est-à-dire que je vais dans les lieux divers. Les gens, c'est paradoxal, c'est moi qui me déplace. Et c'est une question, c'est cyclique, ça. Moi je parle beaucoup. Il y a peut-être un moment où il y a des périodes où il faut aller vers les gens, et il y a une période où ils viennent vers toi. Tu dois avoir un mercure important dans ton thème astral, non? Je sais pas, moi je ne suis pas très concerné par par le thème natal. Je me réfère pas au thème natal. Oui, tu as un point de vue très particulier. Voilà, c'est ça. Par rapport au astrologie. Voilà, déjà j'avais pris mes distances par rapport au thème natal. Voilà. C'est très spécial. 76. Oui. Enfin, c'est quand même un communicatif, quoi. Tu peux t'organiser des trucs. Donc c'est un aspect mercurien. Ah non, mais tu peux regarder mon thème natal comme tu l'entends, mais je ne vais pas t'aider forcément. Oui, je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Oui, moi encore moins. Ça serait un peu ridicule de ma part de dire oui, alors les gens vont me dire alors qu'est-ce que vous êtes pour. Donc il peut y avoir des coïncidences, effectivement aussi. Comme j'ai un trigo de Mercure-Lune en Scorpion, Cancer, et ça on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais enfin, si quelqu'un le fait de son côté, ça ne me gêne pas. Et moi je ne vais pas rentrer dans cette complicité. Donc j'ai relu ton livre, donc, que j'allais dire mal regardé, je dois reconnaître. Et il est assez impressionnant, il est très costaud. Alors ça l'a dit, maintenant, j'aimerais bien qu'on décortique un peu ce qui est dedans quand même, si tu veux. Parce que moi j'ai essayé, mais enfin j'essaie de voir quels étaient les sujets qui me parlaient le plus. Alors on va laisser de côté, parce que demain ça sera le débat un peu de comment se servir de l'astrologie. Parce que là, on va parler plutôt des fondements de l'astrologie. Le problème le bon usage de l'astrologie, c'est plutôt ton chapitre sur... il y a un chapitre que tu as consacré à ça, qui s'appelle l'astrologie opérative. La pratique, voilà. L'astrologie opérative. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qui est opératif. Voilà. Donc, et demain, ce qui est spéculatif, voilà. Donc aujourd'hui, dans notre entretien, on va parler du spéculatif. Et demain, avec nos amis, nos collègues, on parlera de l'opératif. D'accord. Alors, le spéculatif... Là, par exemple, je vois que tu t'intéresses beaucoup à la raison, ce que tu dis, la fameuse mot raison, les fondements. Non, chez Ibn Ezra, tu sais qu'il avait fait un bouquin que tu cites d'ailleurs, La raison, le livre des raisons. Comment expliquer l'astrologie, comment expliquer ses fondements, comment expliquer les signes zodiacaux, comment expliquer les maisons. Là, tu fais un gros travail d'explication. Tu essaies de... Bon, est-ce que tu tires... D'abord, premièrement, je vous pose une question un peu idiote. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as évolué par rapport à ce que tu écrivais il y a 20 ans? Par rapport à cette métaphysique d'astrologie, je n'ai absolument pas changé. Ah oui. Pour moi, c'est une ouverture à la spiritualité de l'astrologie.
Et je n'ai jamais rencontré de livre, puisque les livres sont des rencontres, qui concernent cette spiritualité de l'astrologie, mis à part le livre de Titus Bucar, spiritualité de l'astrologie musulmane, paru chez Jacques Cornac. Et non, j'ai absolument pas changé, parce que pour moi la métaphysique, elle ne peut être que non duelle. Alors on a beaucoup de mal en Occident, dans nos sociétés très duelles et dualistes, même dualistes, avec le judaïsme, le christianisme et l'islam, les trois gouttes d'eau qui se ressemblent, qui sont très carrées, et qui n'ont pas ce côté un peu circulaire que l'on trouve dans le taoïsme de l'Extrême-Orient. Donc cette non-dualité, pour moi, elle est importante, même si j'en passe par cette métaphysique de l'astrologie. Pour moi, cette métaphysique de l'astrologie, c'est une ouverture à la spiritualité. Mais pas une spiritualité cuculapramine, une recherche vis-à-vis des mystiques. Des mystiques qui vont au-delà du dogme. Et le dogme, c'est dans toutes les religions, hélas, mais c'est aussi, même dans l'astrologie, même sans qu'on s'en rende compte, il y a parfois des dogmes qu'il faut casser pour s'ouvrir à une liberté, une liberté spirituelle. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi ne... Est-ce que tu veux dire par là que tu essaies de dépasser la dualité? C'est ça que tu es en train de dire? Exactement. Le yin, le yang, c'est quelque chose qui te fait mais au départ, il y a des dualités apparentes, mais quand elles se figent dans des dualismes, ce sont des dualismes dogmatiques qu'il faut faire péter. Oui, d'accord. Il faut casser. Alors quels sont les dualismes qu'il faut justement mais en astrologie notamment? Là, mais ne serait-ce que parce que les religions ont beau garder la spiritualité. Tu vois, avec référence à Lizzie Ryder, Don't Bogart de Jones, my friend, elles ont beau garder la spiritualité. Et les religions n'ont rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité est au-delà des religions, est au-delà des dogmes. Et donc on va beaucoup plus loin que là. Et l'astrologie, justement parce qu'elle est, au fond, elle est non croyante dans le sens religieux du terme, heureusement. Donc elle peut nous apporter une liberté que l'on ne connaît pas. Alors, je voudrais quand même, parce que moi je suis un partisan acharné de la dualité, notamment au niveau de la cyclicité. Je ne sais pas, j'ai peut-être regardé un peu rapidement, est-ce que je suppose que tu n'as pas manqué la question de la cyclicité dans ton travail. Oui. Mais la cyclicité, ça implique que s'il y a cyclicité, il y a dualité quelque part. Non. Parce qu'il y a des phases, il y a des retours. Oui, il y a des phases, mais il y a des alternances. Il y a des cycles, mais ce ne sont pas des dualismes. Il n'y a pas de dogme là-dedans, il n'y a pas de côté carré. On n'est pas des squares. Des squares, comme disaient dans la Big Generation des Américains. Oui, square, on est borné. Carré, borné. Il faut laisser ça aux rednecks. Non? Des coups rouges. Oui. Donc tu vois, je pense qu'il y a une ouverture profonde à la spiritualité de l'astrologie qui peut être un support à cette ouverture. Mais bon, la plupart des astrologues sont des gens qui n'ont pas trop de culture. Alors c'est très difficile de parler de contre-culture à des gens qui n'ont pas de culture. Et en plus, donc, ils restent dans une sorte d'astrologie psychologique évidente. C'est évident, l'astrologie psychologique. Et même elle devient psychanalytique dans certains cas. Mais une astrologie qui soit... Moi, je suis pour une astrologie traditionnelle de Ptolémée à Morane Villefranche. Bon, après, ça commence à... Chacun fait son école, il y a des tas d'histoires. On peut en discuter. Mais... Est-ce que, entre parenthèses, est-ce que ça veut dire que tu restes en dehors des transstationiennes, par exemple, dans ton travail qui ne sont pas connues de Morane Villefranche? Oui, effectivement. Mais ça m'intéresse non seulement par rapport à Uranus, Neptune et Pluton, et je suis navré que les scientifiques d'aujourd'hui considèrent que Pluton n'est plus une planète. Quoi. Alors à ce moment-là, je veux dire,
on peut vraiment se poser la question de l'esprit objectif et scientifique. Parce que quand même, quand Pluton est une planète dans des décennies et que brusquement elle est décrétée que ce n'est plus une planète, donc il y a quand même un problème quelque part. C'est pas si grave que ça, parce que par exemple, les étoiles fixes. Non, mais les étoiles fixes, c'est toute une autre histoire. Elles ne font pas partie du système solaire non plus. Oui, donc elles peuvent très bien exister. Oui, mais par rapport au système astrologique, donc c'était important, Uranus, Neptune, Pluton, plus éventuellement les transplutoniennes, dont parlait Jean Carteret, Proserpine et Vulcain. Alors évidemment, ce qui est terrible avec les astrologues, c'est qu'on parle sans arrêt, et finalement, contrairement aux alchimistes, on est complètement. Autant les alchimistes ils sont intériorisés, autant les astrologues ils sont extériorisés. Parce que toi tu es en quelque sorte à la fois. Un peu les deux. Tu es un peu des deux, c'est ça. Je suis mercurien. Tu as publié un autre bouquin chez Sophon. Oui, astrologie et alchimie. Et là, parce que l'astrologie et l'alchimie sont deux sœurs jumelles. Oui, c'est ce que disait René Allo. C'est très important, ces sœurs jumelles. Elles font partie de la base même de la tradition ésotérique avec la magie. Oui. Astrologie, alchimie, magie. Quand je dis astrologie, c'est toute téléphonant la bibliothécaire médicale. C'est toute la divination. Mais c'est la base même de la tradition ésotérique. Si on ne connaît pas la tradition ésotérique, on ne peut pas vraiment discuter de l'astrologie. Il faut connaître. Si on n'a jamais lu René Guénon, comment veux-tu qu'on parle de ces choses-là? Mais les astrologues d'aujourd'hui sont des astrologues psychologues. Bon. Il est évident que c'est très simple et très facile de parler de psychologie. Moi, je veux en revenir au mythe et à la mythologie, puisque la mythologie, c'est le langage même de l'astrologie. Je pense à notre astrologie gréco-latine, puisqu'elles sont à la base de notre astrologie. Et la plupart des astrologues, ils en arrivent à la fiche de la mythologie gréco-latine. Et ça, c'est vraiment dommage. Enfin, bon, disons quand même que... La plupart, ils ne laissent rien. Oui, mais ça leur parle quand même beaucoup. Je sais que pour beaucoup, c'est même la seule chose qu'ils savent. J'espère pour eux. Il y a notamment Luc Biget, qui a créé l'université du symbolisme. On va dire qu'ils sont quand même ils aiment beaucoup la mythologie, nos amis astrologues. Oui. C'est une nouvelle tendance, alors. Oui, c'est ça, mais évidemment, Jean-Pierre Nicolas avait pris le contre-pied de ce courant. Mais finalement, la seule culture que ces astrologues ont, et imaginez même que souvent la mythologie, c'est le seul fondement de l'astrologie qu'ils connaissent. Effectivement. Ça devrait être ça. Alors de ce côté-là, tu es en phase avec l'astrologie actuelle. Je te rassure tout de suite. Tu me surprends et tu me rassures en même temps. Oui, ça c'est sûr qu'actuellement, personne ne va tiquer si tu parles de mythologie. Il y a des gens qui... Ah bon? Ah non, c'est une passion, les gens se passionnent pour la mythologie, mais de façon effrayante. C'est-à-dire qu'effectivement, les nouvelles planètes, tu sais, on était puisé dans la mythologie des Esquimaux, etc. Non, mais bref, c'est allé très très loin. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les astrologues considèrent que l'astrologie, les deux fondements de l'astrologie, c'est la mythologie et l'astronomie. Mais, à la limite, ils ne savent pas très bien ce qu'est l'astrologie. C'est-à-dire qu'il faut que l'astrologie n'existe pas en tant que telle, elle n'existe qu'en tant que dérivant de la mythologie et de l'astronomie. Alors d'ailleurs c'est une question qu'on va poser à Rennes dans quelques temps, c'est-à-dire moi c'est la principale question que je pose, c'est qu'est-ce qui distingue l'astrologie de la mythologie et de l'astronomie? Comment l'astrologie se situe par rapport à ces deux sources? Mais à une certaine époque, il n'y avait aucune distinction entre astrologie et astronomie. Depuis Ptolémée jusqu'à... Même Ptolémée, comment ça? Il n'y avait pas de différence entre les deux. Comment ça différence? Chez Kepler, il n'y avait pas de différence entre astrologie et astronomie. Mais qu'est-ce que tu entends par pas de différence? Mais il faut dire que l'un fait partie de l'autre. Oui, non, mais que les deux, que certaines... Il n'y avait pas cette séparation pseudo-scientifique entre d'un côté les sciences exactes et d'un autre côté les sciences... Non, mais il ne s'agit pas de... De toute façon, l'astrologie n'est pas une science exacte. Jamais prétendu être une science exacte. C'est une science sacrée. Comment passe-t-on du plan astronomique au plan astrologique?
Parce que même des gens on ne passe pas puisqu'on est dans le même plan. Je veux dire, traditionnellement, on est dans le même plan. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même plan. Ça, c'est sûr. Il y a les astronomes d'un côté et les astronomes de l'autre. Et les uns comme les autres ne font rien pour se rencontrer. Ils font rien. S'ils se rencontraient, ils ne s'entendraient pas. Ils font rien pour se rencontrer parce que justement, parce que les astronomes ont des discours comme ceux que tu viens de dire. Ils ne sont pas en mesure de dire comment on passe de l'une à l'autre. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui complète l'une par rapport à l'autre? La pseudo-objectivité scientifique est tout à fait réduite par rapport à une objectivité, disons, transcendantale qui va au-delà du moi et de l'autre. Et donc qui fait une ouverture au soi. Mais là, on arrive toujours à cette astrologie ou spiritualité plutôt non duelle. À partir du moment où tout est duel, il y a des choses qui sont carrées, qui sont fatales. Il faut dépasser cette dualité. Justement, il y a une dualité entre l'astrologie et l'astronomie, effectivement. Mais, qui est de notre époque. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'elle soit de notre époque. Mais non, Ptolémée distinguait tout à fait les deux disciplines. Mais si, il le dit dans le prologue de son tétrabible. Je veux dire qu'il n'était pas, il ne savait pas dire qu'il ne les connaissait pas toutes les deux, mais il ne les mélangeait pas. Quand tu dis Ptolémée, Manigus et bien d'autres, l'Almageste, c'est pas le tétrabible. Il est évident que pour eux, ça fait partie d'un tout. Il n'y a pas de scission. Mais nous sommes à une époque où il y a une division entre les choses. Il y a une division dans le travail. Il y a une division dans l'état d'esprit, il y a une division, il y a l'ère de la spécialisation. Oui. Il y a les spécialistes dans un site, des spécialistes dans un autre. Et tout ça, ça crée des divisions. Oui. Et qu'est-ce que c'est qu'une division? C'est un côté diabolique par rapport à la symbolique. Enfin, il y a quand même les hommes et les femmes, ça existe ça quand même. Mais il n'y a pas de division normalement entre eux, sauf pour certaines chaînes d'arrière-garde. Mais enfin, non, mais la symbolique, c'est ce qui relie. Et le diabolique, c'est ce qui sépare. Oui, mais relier, ça ne veut pas dire que c'est identique. Ça veut dire articuler l'un par rapport à l'autre. C'est pas de l'identique, c'était de l'analogie. On ne va pas confondre l'identique et l'analogie. C'est comme l'été n'est pas l'hiver, par exemple. On passe de l'un à l'autre, il y a des moments, il y a des modes de passage de l'un à l'autre par les équinoxes. Et le jeune n'est pas un vieux, etc. Non, mais on ne peut pas en rester à des apparences. Moi, je parle des choses qui vont au-delà des apparences, en fait. C'est vrai que la métaphysique a vocation à rechercher une unité fondamentale. Bon, tout est même un sculpteur qui fait un bloc de marbre, il se sert de quelque chose qui s'appelle le marbre. Bon, mais il apporte une valeur ajoutée, d'accord? Oui. Bon, quand tu fais la cuisine, tu achètes un produit, tu le modifies, tu apportes une valeur ajoutée. L'astrologie, c'est une valeur ajoutée par rapport à l'astronomie. Ça peut être le contraire aussi, non? Je veux dire, c'est ni mieux ni pire. Donc tu as l'air de dire que l'astronomie est mieux que l'astronomie. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce qui est étonnant pour un astrologue. Ah non, mais moi je vois même pas, je crois que nous sommes enregistrés, je vois même pas en quoi j'ai les 55. Non, il ne faut pas du tout être sur la défensive. Il s'agit simplement de dire que comment l'astrologie est née, elle est née de l'astronomie. Elle est née d'un savoir astronomique. Elle est née d'une tradition ésotérique qui est complètement démantelée aujourd'hui, comme au niveau social et démantelée le service public, ça n'a rien à voir. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans la séparation des choses. On n'est plus dans la réunion. Mais paradoxalement, imaginons que le rapport le père et le fils, pour rapprocher le père et le fils, il faut déjà que le père reconnaisse le fils et le fils reconnaisse le père. Il faudrait aussi que le Saint-Esprit intervienne. Oui, peut-être, si tu veux. Parce qu'il n'y aurait plus ni père ni fils. Oui. D'accord. Bon, alors on va essayer de revenir sur des choses plus concrètes. Alors, par exemple, le cas du zodiaque. Puisque le cas du zodiaque, c'est juste. Alors, le zodiaque. Quelle est l'origine du zodiaque? Je sais pas, tu abordes cette question de manière assez précise. Enfin, je ne connais pas par cœur ton travail là-dessus. Mais je veux dire, est-ce que. D'où il vient déjà le zodiaque? C'est une question. D'où il sort ce zodiaque? Là, on est à la fois dans l'astronomie et dans la mythologie et dans le symbolique. D'où sort cet ensemble qui s'appelle le zodiaque, cette série de 12 symboles, d'où ils sortent, comment ils sont apparus,
on sait très bien que ce n'est pas que de l'astronomie, puisque l'astronomie, elle n'en a que faire des 12 symboles zodiacaux. C'est bien quelque chose qui vient. Elle les connaît, elle s'y réfère, mais elle ne leur accorde pas la même signification, ni même la même importance, ni même la même base scientifique qu'aux planètes ou aux étoiles. C'est une simple convention pour elle. Normalement, le zodiaque est inspiré par des constellations, sauf que les constellations d'étoiles n'ont pas tous, sur les 360 degrés, n'ont pas tous le même degré. Mais mettons la Vierge est 2 fois plus grande que la constellation de la Balance, etc. Ah oui, il y a des différences énormes. Et donc c'est pour ça que c'est plutôt que le temps. C'est pour ça que l'astrologie stellaire à apprendre et à laisser. Le temps mis par le Soleil pour gravir les 12 constellations n'est pas du tout le même. Même si elle est d'origine indienne. Et il n'empêche qu'à partir de là, il y a eu un zodiaque tropique qui est basé sur les équinoxes et les solstices. Et c'est ça qui est important. Oui. C'est les équinoxes et les solstices. À partir de là, il y a 12 signes de 30 degrés chacun. Il ne devrait pas y avoir de problème constellaire à partir de ça. Non, mais déjà, c'est plus d'astronomie. Non, c'est un apport, le cycle des saisons ne fait pas partie globalement et intégralement de l'astronomie. C'est un autre domaine qui est rapproché de l'astronomie, qui est projeté sur l'astronomie d'ailleurs. Le cycle des saisons, ça fait partie de l'astronomie. Non, mais je veux dire que quand tu étudies par exemple un astronome. Les solstices et les équinoxes, c'est quand même une base de l'astronomie. Oui, mais bon, mais demain, il va y avoir le soleil qui entre en bélier à 17h30 quand je vais partir de Toulouse. Oui. Voilà. Ce n'est pas le même genre ce sont des informations, encore une fois, que les astronomes connaissent. Par exemple, et de toute façon, mon cher Daniel, un argument que d'ailleurs développe notre ami Patrice Guinard, c'est que s'il est légitime d'utiliser le zodiaque pour étudier le processus solaire, est-ce qu'il l'est pour étudier Saturne et Uranus, qui n'ont rien à voir avec les saisons? Bien entendu, ça n'a rien à voir, puisque ce sont des astres. Donc pourquoi faudrait-il situer les planètes avec le même référentiel que le Soleil ou la Lune? Non, mais tu me parles de zodiaque, donc je te réponds par rapport au zodiaque. Maintenant, on parle des planètes, je peux te répondre par rapport aux planètes. Bien entendu, mais les planètes, c'est différent. Mais elles se situent dans un zodiaque et non pas dans des constellations d'étoiles qui, par la précession des équinoxes, fait qu'il y a un décalage depuis 2000 ans et quelques. Bon, vous avez parlé un peu de temps. Je ne sais pas si tu as abordé la question des aspects dans ton livre. Les aspects. Qu'est-ce que ça signifie pour un astronome, les aspects? Un aspect de 120 degrés, ça ne veut rien dire pour un astronome. Un astronome, il s'en fout. D'accord, donc on voit bien que c'est pas pareil. Mais je veux dire, il s'en fout parce que c'est pas son sujet. Quoi. Oui, non, ça montre bien que l'astrologie ne se réduit pas à l'astronomie. Non, mais c'est l'astronomie qui ne se réduit pas à l'astrologie. Il faut pas renverser les valeurs. Si tu veux. Oui. Mais il y a des choses qui intéressent les astrologues et qui n'intéressent pas les astronomes. D'accord. Et vice-versa. Oui. En l'occurrence, qu'est-ce qui fait qu'on accorde de l'importance à certains écarts, à certaines angularités et pas à d'autres? C'est bien une certaine doctrine astrologique. Ça n'est pas dicté par l'astronomie. Bien sûr. Même si l'astronomie se prête à ce jeu. Mais on s'en fout de l'astronomie, on parle d'astrologie d'ailleurs. Mais tout à l'heure, tu n'as pas cessé de me dire que c'était la même chose. Mais au départ, c'était la même chose. Mais maintenant, c'est plus la même chose. Parce que les astronomes se veulent pseudo-scientifiques. C'est-à-dire être dans une science exacte, mais l'astrologie n'a jamais été dans une science exacte. L'astrologie n'est pas une science exacte. Elle ne sera jamais une science exacte. D'après toi, l'astrologie n'est pas une mathématique. Donc d'après toi, au départ, les astronomes faisaient de l'astrologie. Ils avaient, on pourrait dire à la limite, ils avaient cerveau droit, cerveau gauche. Pour eux, ça ne faisait pas problème de faire à la fois de l'astronomie et de l'astrologie, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, il n'y avait pas de distinction. À l'époque de Kepler, il n'y avait pas de distinction. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Kepler, il vivait de l'un et de l'autre en même temps. Oui, mais ça c'est notre problème. Parce qu'il y a des attaques, les attaques contre l'astrologie, elles n'ont pas commencé à Kepler. Et d'ailleurs, Kepler lui-même, entre parenthèses, a été très critique par rapport à l'astrologie.
Enfin, je sais pas si il voulait réformer complètement l'astrologie. Il faudrait rééditer l'harmonie du monde. Non, mais il n'y a pas que l'harmonie du monde, il y a aussi le tertium intervenien. C'est pas évident du tout. Kepler croyait militer en faveur d'une astrologie qui serait essentiellement fondée sur les aspects. Oui. Et pas sur le zodiaque. Et sur les aspects musicaux. Oui. Et là, on pourrait retrouver Gurdjieff. Ben voilà. Ben là, on entre aussi dans des traditions ésotériques qui ne sont pas tout à fait traditionnelles d'ailleurs. C'est vrai que les aspects, c'est une notion essentielle en astrologie, typiquement astrologique, et qui pose effectivement des questions d'harmonique, de musicale. Mais Kepler avait de grandes visions, de grandes perspectives. Malheureusement, il est peu connu aujourd'hui, il a été peu réédité, et c'est quand même c'était quand même un grand astrologue et astronome en même temps, qui a des voix de Kepler, très scientifiques. Qui n'ont rien à voir avec l'astrologie. Alors donc lui, il pensait qu'il suffisait que l'astrologue, il avait l'intuition, mon avis est excellent, moi je suis très keplérien de ce point de vue-là, que certaines singularités permettaient que l'astrologie n'était pas tellement fondée. Je vais un peu plus loin que ce qu'il dit, mais ça va dans ce sens-là, je crois. Ce qui est important pour l'astrologie, ce serait l'étude des configurations entre les astres, et non pas des astres eux-mêmes. Les astres eux-mêmes par rapport à quoi? C'est-à-dire que c'est pas simplement, c'est pas simplement le fait que telle planète soit dans tel signe, c'était les écarts angulaires entre deux facteurs. Et là, autant le nombre de planètes est limité, autant le nombre de configurations possibles est illimité. Parce que tu peux inventer des aspects de 72, 97, 89, tu peux combiner toutes les planètes les unes par rapport aux autres, les planètes avec les étoiles, donc tu peux multiplier. Donc à partir de ce moment-là, la question qui se pose, c'est d'après quels critères a-t-on choisi certaines configurations et pas d'autres? Qu'est-ce qui a fait que l'astrologie, parmi toutes les configurations qui existaient astronomiquement, elle a déterminé certaines comme étant les plus significatives? Mais je pense qu'elles ont que ce qui a été choisi, c'est celle qui était les plus essentielles. Mais en même temps, comme tu dis, effectivement, il y a aussi toutes des configurations plus réduites, plus différentes, avec des virgules, des degrés, des trucs comme ça, mais qui ont leur importance aussi, dont on ne se rend même pas compte, puisqu'on s'occupe surtout des grands aspects. Les 120 et lui, il en a inventé Kepler, les aspects mineurs. Et il y a tous les aspects mineurs qui ont leur importance. Enfin, qui n'ont pas non plus la même importance que les aspects majeurs. Alors tout ça est très relatif. Oui. Effectivement. Mais quand tu parles à un astrologue, quand un astrologue parle à un astronome, il y a des façons de parler d'astrologie qui passent mieux que d'autres. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu essaies de prouver que l'astrologie est l'astronomie, mais tu essaies de montrer. Oui, mais un astronome, mettons, tu parles des aspects astrologiques depuis un moment, tu ne vas pas en parler à un astronome, il va te rironner. Mais il ne va pas te rironner si tu lui expliques. Quand tu discutes avec un astronome, il ne s'agit pas de lui prouver que l'astrologie c'est l'astronomie, il s'agit de lui prouver quelle a été la démarche de l'astrologie par rapport à l'astronomie. Oui. Donc tu lui expliques ça. Tu n'essayes pas. Ça va vraiment l'intéresser. Il va au moins se dire, voilà. Mais s'il s'en fout, il n'y a pas de problème. Ça lui rapporte rien. Mais s'il s'en fout, il ne va pas l'attaquer s'il s'en fout. Ah, mais il n'attaque même pas. Non, mais il va mépriser l'astrologie. Non, il peut très bien. Il y a des astrologues qui sont des poètes, qui sont des symbolistes. Mais si, beaucoup de gens sont. Beaucoup d'astronomes. Moi, j'aime bien Hubert-Reeves, mais bon. Non, mais je veux dire que les astronomes ne sont pas que des. Même quand tu vas me dire qu'un astronome se fiche de la psychologie. Un astronome peut s'intéresser à la psychologie. Il peut s'intéresser à tout. Mais il ne va pas le relier avec l'astronomie. C'est ça. C'est pareil. Il va y avoir une distinction qui est même une séparation. Moi je ne demande pas que l'astronome relie. Ça aurait été intéressant que tu demandes ça. Je demande simplement qu'il comprenne comment l'astrologie est sortie de l'astronomie et comment elle a travaillé selon une autre logique, une autre démarche. Mais c'est évident par rapport à l'histoire, par rapport à l'esprit scientifique ou pseudo-scientifique de l'époque moderne. À un moment donné, il est vrai qu'on sort, à partir du moment où l'on sort du Moyen-Âge, qu'on sort d'un certain esprit symbolique pour avoir un état d'esprit complètement
spécialisé dans un système ou dans un autre. La division du travail, c'est ça aussi. Non, mais moi je pense que l'astrologie, dès sa naissance, elle se démarque de l'astronomie. Puisque précisément, elle essaie de se servir de l'astronomie à des fins sociales. À des fins sociales. Très récent, ça. Très récent. Ah non, nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Pour moi, l'astronomie est... Depuis la Renaissance, disons. Non, mais même quand Kepler, quand Ptolémée répartit les signes zodiacaux entre les pays, il ne fait pas d'astronomie. Bien sûr, oui. Ben alors tu vois bien que c'est déjà... Mais il fait de la symbolique universelle. Eh ben donc tu vois bien que c'est bien plus ancien. Le démarquage entre l'astrologie et l'astronomie, il est très très ancien. Il n'est pas si ancien. Et en tout cas, il est déjà, à l'époque de Ptolémée, il est déjà dans le tétrabible. Non, je ne pense pas. Ben, les signes zodiacaux qu'il attribue au pays, c'est de l'astronomie. Mais pour lui, ça faisait partie d'un état d'esprit astronomique et astrologique. Il n'y avait pas de séparation à l'époque. C'est le monde moderne qui nous a conduit à ça. Il le dit, je n'ai pas le texte, j'avais le texte du tétrabible sous les yeux. Il dit, il y a deux disciplines qui n'ont pas le même statut scientifique. Il le dit clairement. N'empêche qu'il fait partie des deux alors à ce moment-là. Mais il a le droit. De même Kepler, par exemple, Kepler, il voulait réformer l'astrologie, mais en même temps, il en faisait un métier. En faisant ce métier, il appliquait l'astrologie traditionnelle, mais lui-même ne faisait pas le métier. C'est pas parce que les gens, dans leur vie professionnelle, font certaines choses que ça a la même signification pour eux. Il le faisait, comme on dit, parce que Kepler a fait des horoscopes probablement assez classiques, qui ne correspondent. Alors que par ailleurs, il avait une théorie sur la réforme de l'astrologie, mais qui n'utilisait probablement pas dans ses horoscopes. Les gens ne sont pas d'un seul tenant, ils ne sont pas monolithiques, les gens ils peuvent travailler sur plusieurs plans. Oui, sauf qu'aujourd'hui il me semble assez monolithique et assez borné pour n'avoir aucune culture ni astrologique, ni astronomique, ni même mythologique. Enfin moi je pense que le positionnement... Puisque les mythes sont complètement oubliés par le monde moderne et de toute façon en relisant La révolte contre le monde moderne de René Guénon. Ah oui, donc tu donnes même le thème de René Guénon. Mais c'est toujours actuel aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde immonde, même si on s'en sort bien finalement. Enfin, pourquoi est-ce que ces astronomes se sont amusés à donner des noms de dieux aux planètes nouvelles qu'ils découvraient, par exemple? C'est comme un clin d'œil aux astrologues. Ben évidemment, parce qu'ils savaient que d'où ils venaient, c'est l'origine. L'origine. Oui. L'origine, c'est l'Orient. C'est l'orientation. Oui. Non, mais je veux dire par là que... Mais l'Occident, c'est là où on est oxy. C'est là où les dieux meurent. Ouais. On meurt en Occident. Et le soleil se lève à l'Orient. D'où l'orientation. Bon. Alors, par exemple, revenons au zodiaque, au symbolisme zodiacal. Alors, il y a quatre... Bon, est-ce que tu considères... Bon, par exemple, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, par exemple, c'est les équinoxes. Parce que les équinoxes, c'est une saison un peu intermédiaire, les équinoxes. Hein. Comme les solstices. Ah non, les solstices, c'est un maximum. L'hiver et l'été, on ne peut pas les confondre. C'est le maximum et le minimum. Alors que les équinoxes, ce sont des moments de passage, comme entre le lever du soleil et le coucher du soleil. C'est des périodes un petit peu twilight, comme disent les Anglais, entre deux. Ouais. Donc effectivement, oui. Bon, alors, si on prend c'est un sujet qu'on discute actuellement pas mal dans mes discussions avec les gens, c'est la question du bélier, par exemple. Le bélier, on ne peut pas dire que c'est un animal typiquement équinoxial. C'est-à-dire que c'est pas un animal parce qu'il n'est pas dans ce moment un petit peu de transition. Mais c'est quand même le début de l'année astrologique. Ah ben peut-être. C'est un début impulsif. L'équinoxe, c'est pas très impulsif. C'est le printemps. Mais tu te rends compte qu'on caillait il y a encore quelques jours, tout le monde avait froid et tout, et brusquement c'est la chaleur. Oui, demain c'est le jour de l'équinoxe, le printemps. Parce que demain le soleil entre en bélier. Oui, mais peut-être que dans une semaine on va retrouver le froid. Bien sûr, il y aura un petit peu froid, mais pas le même froid. Pas le même froid, ce ne sera pas à ce point-là. En tout cas, on n'est pas encore en été, on est d'accord. Bien sûr. Bon, donc on n'est pas. Tu ne vas pas confondre les équinoxes et les solstices.
C'est-à-dire que quand on est dans l'été, les choses sont clairement marquées. En hiver, les choses sont clairement marquées. Aux équinoxes, elles ne sont pas clairement marquées. Évidemment, c'est entre les deux. Bon, alors pourquoi faire du bélier un animal qui serait en quelque sorte dans la radicalité de son expression? Il fonce. Non mais c'est là, tu parles de l'animal ou tu parles de l'équinoxe? Mais il fonce, Alphonse. Non mais tout dépend si tu utilises le référent, c'est le problème de la coordination. Tu peux très bien dire le bélier, si je travaille uniquement sur le symbolisme du bélier, effectivement ça donne ça. Oui. En quoi le symbolisme du bélier est-il approprié à la question de l'équinoxe de printemps? Et pourquoi l'équinoxe de printemps est-il si différent de l'équinoxe d'automne, alors que correspondant, dans tous les deux c'est des passages? Parce que l'équinoxe printemps c'est un renouveau. Mais quand on ne vit pas... Là, on n'est plus dans la... Alors là on est ouais. C'est toi qui as trouvé la dualité. Mais toi tu as toujours vécu en ville. Tu connais pas la campagne. Oui. Tu n'as pas vécu la campagne suffisamment. Pas suffisamment. Oui. À la campagne, il y a une renaissance entre l'hiver et le printemps qui est vraiment très importante. Il y a des similitudes. Là, mais je viens de couper mon poignet hier, et je sentais qu'il y avait toutes les langues vitales du printemps qui montaient, et j'ai coupé, et je me suis même demandé si c'était pas un peu trop tard. À la limite, il n'aurait pas fallu que je fasse ça il y a 15 jours. Hein. Parce qu'il y a un renouveau qui a... Alors pour le moment, ça va, c'est quand même tranquille. Mais dans 2-3 semaines, je vais avoir une jungle autour de moi. Oui, une jungle. Une jungle dangereuse. Parce que dans les Pyrénées, les éleveurs foutent le feu partout. Contrairement à tout le reste de la France. Ce sont des écobuages sauvages. Et ils foutent le feu partout. Et là, j'ai toujours la trouille au printemps. T'as eu des feux d'ailleurs. Oui, là, j'ai failli brûler plusieurs fois. C'est pour te dire que le signe du bélier qui a signe de feu, je le ressens. C'est pour ça que je réagis comme ça par rapport à ce que tu viens de dire. Non, je suis très remué par ce signe du bélier et je fais très attention à lui parce que c'est un moment où il y a pas mal de gens assez abrutis, assez bornés qui décident de foutre le feu n'importe où et ça crame partout. À propos justement des pratiques rurales, à quelle époque on tond les moutons? Non mais alors là tu me poses je voudrais savoir plus ou moins. Questions. Non mais c'est pas parce que je vis dans la montagne que je vais savoir à quelle époque on va tondre les moutons. Pourquoi tu veux te faire tondre? Non, pas du tout. Parce que la question est de savoir si ça se fait à ce moment-là ou si ça se fait plus tard. Parce que si tu regardes, je ne sais pas si tu as étudié le calendrier des bergers, les traits régeurs du duc de Berry. Oui, c'est intéressant. Les traits régeurs du duc de Berry, tu vois que l'iconographie liée aux moutons, c'est au mois de juin, c'est pas au mois de mars. Oui, non, mais je ne peux pas te donner le détail. Moi, j'ai pas de... Quoi que j'ai eu, à un moment donné, j'ai eu 2 chèvres quand même, je m'en suis occupé. Non, mais les moutons, je ne sais pas, la tonte des moutons, c'est vrai que ça m'importe peu. Oui, mais enfin, ça fait partie de... Parce que finalement, ce zodiaque, ce symbolisme zodiacal, d'où il sort, mon cher Daniel Giraud? Mais mon cher Jacques Albron, je ne sais pas ce que tu veux me dire par là. D'où il sort? Comment est-ce qu'il a été constitué? Quoi, l'astrologie zodiacale. Les 12 signes zodiacaux, d'où sortent-ils? Ils sortent de la fin des temps, quoi. De la nuit des temps, exactement. La nuit des temps, ça remonte à la... Je ne sais pas si tu regardes par exemple l'iconographie des almanachs, l'iconographie du calendrier des bergers, celle des orages d'heure, il y a une iconographie des 12 mois, qui n'est pas celle de Zodiac, mais qui recoupe par certains côtés. Ça recoupe, c'est un peu pareil. Et par rapport à l'alchimie, c'est très important. Voilà. Tu vois les planches du Mutus Liber, le Mutus Liber est très important, ne serait-ce que par rapport au printemps, par rapport au bélier, au taureau. C'est très important à ce moment-là de voir. Parce qu'il faudrait récupérer l'eau, enfin la rosée, en tendant des draps, suivant les plans du Mutus Liber, en tendant des draps pour récupérer la rosée et faire les opérations alchimiques habituelles. Les alchimistes étant tous des anciens astrologues, et qui savaient exactement de l'astrologie non seulement opérative, mais de l'astrologie horaire, et tout était fait au moment où ils devaient le faire. Donc ils faisaient le thème astral au moment où ils faisaient les opérations alchimiques. Oui, et c'est pour ça, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir 2 verres d'eau? Non, moins un verre de bière. Un verre de bière.
Une bière et un verre d'eau. Oui. Voilà. Un verre d'eau plate. Voilà, c'est du robinet. Ah. Oui. Alors, donc, effectivement, il nous parle d'une expérience alchimique qui est. Alors, Arnold Welschawitz, ça m'intéresse. Parlons un petit peu de lui. Il a fait un très bon livre sur l'alchimie qui, je pense, je ne sais pas si on peut encore le trouver, c'était aux éditions Retz, mais qui était remarquable. Non seulement parce que c'était une alchimie traditionnelle qu'il avait bien développée, il avait même rajouté quelques petits trucs amusants pour ceux qui avaient le sens de l'humour. Il est vrai que dans ce monde-là, on n'a plus trop le sens de l'humour. Il a même parlé de Landru qui œuvrait sur la femme au foyer, finalement. Mais bon, c'était une autre époque. Est-ce que tu peux nous introduire un peu mieux au monde de l'alchimie? Parce que finalement, là, effectivement, les astrologues sont un petit peu en manque à ce niveau-là. Ouais. Alors, les alchimistes, quel est leur rapport à l'astrologie, les alchimistes? Qu'est-ce qu'ils en font? Toi, tu me dis quand même que parfois ils font certaines opérations sous certaines configurations. Oui, exactement. Tout alchimiste doit être astrologue. Tout alchimiste doit être astrologue pour savoir à quel moment, et même faire une astrologie même opérative et horaire par rapport au moment où il faut faire l'opération alchimique adéquate. Toi-même, est-ce que tu peux considérer que tu fais de l'alchimie opérative aussi? J'ai fait longtemps de l'alchimie opérative sous les conseils et sous la maîtrise de Armand Barbeau, le frère aîné. Qui était comme toi, astrologue et alchimiste. Voilà, et qui était même géomancien. C'est vrai? Donc c'est un nom que tu aimes bien prononcer alors, Armand Barbeau. Armand Barbeau, j'aime beaucoup. Ouais. Tu l'as fréquenté? Tu l'as connu? Oui, je l'ai connu à l'époque où il était à Turquie, je crois que ça s'appelait. Oui, et tu es allé en Alsace? Et je suis allé le voir chez lui. C'était de quelle année? Dans les années 60? C'était quoi? Non, c'était des années 70. Ah oui? Et il avait tout un atelier d'alchimiste, mais lui, ce qui l'intéressait, c'était l'alchimie opérative, mais au niveau le plus... Spagyrique aussi. Spagyrique, voilà. Donc il en était à l'œuvre noire. Lors du millième matin. Et voilà, avec son excellent livre Lors du millième matin, qui a été réédité après chez Gélu, qui était un des meilleurs livres de cette collection qui n'était pas terrible. Et lui, il avait quand même une vision d'ensemble. D'ailleurs, c'était Raymond Abellio qui m'avait conseillé de rencontrer lui. Raymond Abellio avait beaucoup de considération vis-à-vis d'Armand Barbeau, qui a après initié son jeune frère, André, qui a été connu au niveau de l'astrologie psychologique. Parce que tu as aussi fréquenté Raymond Abellio. Et mondial. Oui, c'était un vieil ami, même si on s'asticotait, mais il aimait bien être asticoté un peu au niveau philosophique. Et moi, j'avais interviewé pour le bouquin Aquarius sur le meilleur des Verseaux. Ah oui. Il m'avait consacré quelques pages. Moi, je l'aimais bien parce qu'il avait une ouverture que peu de scientifiques aujourd'hui ont, parce qu'en général, ils sont très réduits par. Et lui, il était même ouvert à la parapsychologie, des choses très très différentes. Attention, ça avait beau être un ingénieur, c'était un ancien polytechnicien, donc. Et il m'a fait découvrir Armand. Qui venait du sud, je crois. Du sud-ouest. Oui. Ses grands-parents étaient à côté de chez moi, à Sex. À Sex. Et lui, il est né à Toulouse. Ça s'appelait Soulage, je crois. Soulage, oui. Soulage, par exemple. Soulage, c'est un. Oui, c'est un frère. Soulage. Et il est né à Toulouse, vraiment. Ah bon, bah alors donc c'est bien de lui rendre hommage. Nous sommes dans la Ville Rose, là. Parce que nous sommes à Toulouse, finalement. Non, moi j'ai toujours bien aimé Abellio, que j'ai connu aussi par l'intermédiaire de Jean Carteret, qui était un grand ami d'Abellio aussi. Alors Jean Carteret, évoquons aussi Jean Carteret, auquel tu as consacré, tu avais fait un travail qui s'appelait le tarot métaphysique, avec Prade et Carteret. Oui, on a été trois à faire une petite étude sur le tarot. Et après, j'ai écrit un livre sur Jean Carteret, aux éditions La Table d'Émeraude. Tu peux montrer un peu les livres que tu as apportés, peut-être qu'on peut les montrer sur le film. Oui, il y a... Oui, comme ça, que ça illustre un peu. Il y en a certains qui peuvent être que l'on trouve dans le circuit et d'autres que l'on trouve pas. Oui, on va regarder un petit peu ça. Puisqu'on est à la télévision, le visuel est important. Ah oui. Alors, je pique au hasard.
ça c'est le premier par rapport voilà, c'est ça. à l'astrologie. Et ça, tu l'avais fait avec Elisabeth Meichelbeck. Et à l'alchimie. Avec qui? La directrice de cette collection. Je la connaissais. Elisabeth Meichelbeck. Ah. Ben, qui est-ce qui dirigeait Cohérence? Je ne connaissais pas. Ah Ouais, ben. peut-être pas, correspondant, je ne me rappelle plus. Ben, elle avait publié Pichon et puis elle t'avait publié toi. Elle est oui, décédée d'ailleurs. Pichon, ouais. Et là, c'est des rapports entre l'astrologie et puis l'alchimie. Alors, vas-y, continue. Oui. On peut peut-être encore le trouver, mais il faut le commander. Ah, celui-là, tu dis qu'il est bien passé, celui-là. Oui, mais il est peut-être encore le livre d'interprétation astrologique. Chez Albin Michel. Donc, voilà, on peut l'avoir. Alors, tu peux nous dire un peu quel est l'intérêt de cet ouvrage, justement? Alors là, parce que là, c'est quand même beaucoup plus accessible, apparemment, que la métaphysique de l'astrologie. Oui, là, ce que j'ai voulu, c'est... alors, on retrouve le côté classique, une planète dans un signe, dans une maison, et en aspect. Oui. Sauf que je me suis basé sur la mythologie gréco-latine. Donc, les rapports entre les planètes entre elles, et donc entre les dieux et les déesses entre eux aussi. Ah, donc à partir de là. Et c'est pour ça que Robert Amadou aimait beaucoup ce livre, que pour moi était un livre assez banal, enfin un classique. Qu'est-ce qu'il en pensait alors Robert Amadou? Il aimait beaucoup, justement parce qu'il y avait ces références qui existent assez peu chez les astrologues. Vous donnez un exemple de cette façon entre l'astrologie et puis tous les dieux grecs. C'était en quelle année celui-là? Gréco-latin, c'était dans les années 80. C'était avant? Ah oui, d'accord. Voilà, et donc c'était juste avant. Oui. Métaphysique. Ça, c'est la réédition. Métaphysique la réédition de celui-là. Qui est la réédition de celui-là, quoi. Donc ça, c'est un... Voilà. Donc, effectivement, et voilà. là, tu en as pas mal que tu restes. Alors là, j'ai mis des années à écrire ça, de très très longues années. Oui, ça se sent quand on lit l'ouvrage. Ça a été simple. C'est un opus magnus. De tous mes livres, celui qui m'a pris le plus d'années. Je suppose, oui, on le voit, il y a énormément de notes. Et en plus, il fallait que j'aille souvent à Paris. Alors que tu venais d'Ariège, quand même. Voilà, en venant de l'Ariège, en autostop, aller-retour en autostop, sur plusieurs jours. Oui. Et ça m'a pris de longues années parce qu'il fallait faire un travail en profondeur sur une sorte de spiritualité de l'astrologie qui n'avait pas été... Alors je veux quand même qu'on revienne un peu sur cet ouvrage. Quelles sont les trouvailles les plus intéressantes au niveau de tes recherches? Mais il n'y a pas de trouvailles. Il y a un état d'esprit traditionnel qui vient de... Oui, mais tu as fait des recherches, tu as été chercher des livres. Donc, quels sont les livres qui tombent? Donc, tu as trouvé, il y a des jours où tu dis, je suis content d'avoir trouvé ce livre ou ce texte. C'est vrai que quand j'ai découvert les clés d'astrologie, la clé de l'astrologie musulmane par Titus Bucar, qui est paru d'ailleurs chez Arquet aussi. Donc, ça m'avait très marqué, bien sûr. Mais il y a très peu de livres sur le sujet de la spiritualité de l'astrologie. Je ne parle pas des livres un peu cuculapraline. On va en parler demain, mais j'aimerais bien que tu... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Aujourd'hui, c'est un mot qui est très à la mode depuis une quinzaine d'années, le mot spiritualité de l'astrologie. Oui, mais si c'est pour tomber dans le New Age, non, ça ne fait pas. Alors, quels sont les aspects de la spiritualité que tu... Alors, tu peux faire une différence entre ce que toi tu entends par spiritualité et ce que les autres entendent par spiritualité de l'astrologie C'est pas à moi de le faire, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Mais il suffit que chaque personne qui fasse quelques recherches. De toute façon, quand on fait de l'astrologie, quand on recherche de l'astrologie, on est obligé de faire du tri. Il faut faire du tri. Il y a des auteurs emmerdants, des auteurs qui n'apportent rien, des auteurs qui sont insignifiants, totalement insignifiants. Il faut faire le tri. Il faut faire du balai. C'est dommage à dire, mais c'est comme ça. On ne peut pas... Et après, on s'intéresse à des choses vraiment essentielles. Alors, sinon, toujours guide d'interprétation astrologique, mais en espagnol. Voilà. Montre-le un peu plus. Oui, voilà. Pour ceux qui connaissent l'espagnol, de toute façon, j'en ai plus qu'un ou deux exemplaires. De toute façon, j'en ai pas grand-chose. Et en plus, je ne sais pas quel était cet éditeur avec un papier. C'est un éditeur français qui a trouvé un... Non, c'est un éditeur espagnol assez dégueulasse. On dirait un éditeur du tiers-monde, je ne sais pas s'il existe encore, mais c'est assez rigolo. Je ne le connaissais pas. C'est assez rigolo à le retrouver éventuellement pour ceux que ça intéresse. Et puis, il y a l'intérêt sur
de la ligne noire sur ce plan-là, qui fait que à ce moment-là, il y a des jolies filles des fois aussi. Bon, parce que je disais, oui, donc. Justement, quand on parle de Lilith, ça tombe bien. En plus, Lilith, la ligne noire. Donc là, il y a paru au courrier. Le gouttelette de rosée, c'était. Il y avait, c'est un ouvrage collectif que j'ai rassemblé. Il y avait des gens comme Joël de Gravelaine ou d'autres qui ont participé à ça, sur un plan astrologique, mythologique et poétique. C'était sur ces trois-là qu'il y a eu. C'est quelle année, s'il te plaît? D'anthologie, c'était dans les années 80. Ça doit être marqué au début, le copyright. Alors l'imprimeur. Disons 80, 90, 2000. 2000 2000 quand même. Et donc c'est un collectif qui avait déjà été publié précédemment ou que tu organises à ce moment-là? Non, j'ai organisé, j'ai agencé ça. Et finalement, comme je ne trouvais pas de gros éditeur, ça a été un petit éditeur. Et tu as rassemblé toutes ces personnes autour de toi? Oui. Dont la plupart sont mortes aujourd'hui. Gyrovagus, c'est toi, Gyrovagus. Gyrovagus, oui. Ah oui, il y en a beaucoup. J'écrivais sous ce nom dans le magazine. Et depuis en 10 ans, ils sont tous morts. Ah ouais. Pas... Didier Racco est décédé, Joël de Gravelaine, Paul Roland est toujours en vie, je te signale. Paul Roland, oui. Yvonne Carouche, je ne sais pas, Vincent Barbet, je connais, André Barbeau est toujours en vie. Il t'avait envoyé un texte, André Barbeau. Jean Carteret était déjà mort en 2000. Oui. Et puis tu as fait aussi un truc sur la révolution intérieure, je crois, chez Très Daniel. Oui, mais alors là, j'ai plus aucun exemplaire, et on l'avait fait même ensemble. Oui, on avait convaincu Très Daniel de publier. Mais ce qui est le problème avec Très Daniel, c'est que quand on lui écrit, il répond jamais. Je ne sais pas si tu as des contacts. Qu'est-ce qui te reste? C'est tout ce que tu avais à présenter? Alors bon, j'en ai un autre. Le tarot métaphysique. Et enfin, un truc qui a été publié il y a quelques années, c'était en 2003. Parce que ça me rappelle qu'à une époque, tu assurais les cours par correspondance de la faculté libre d'astrologie de Paris. Exactement. Et donc on t'envoyait des élèves. Et là, ce sont les cours d'astrologie que quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis dit pourquoi pas trouver un éditeur. Eh ben oui. J'ai cherché un peu, puis je suis tombé sur Trajectoire et qui m'ont publié ces cours d'astrologie. Mais un éditeur qui est devenu très important, Trajectoire. Ah bon? Et donc dans les années 70-80, j'avais fait tous ces cours d'astrologie par correspondant. Et là, ils sont là avec les questions, les réponses. Rien ne se perd chez toi. Ah ben oui, mais j'allais pas jeter ça. C'est bien. Mais en même temps, à partir de là, je ne pouvais plus donner de cours d'astrologie. Et oui, parce qu'ils étaient dans le commerce. Était là, évidemment. Donc voilà. Donc ça, c'est le dernier sur le sujet. Bravo. Là, voilà. Non, mais c'est vrai que tu es un astrologue qui entretient des relations intéressantes avec le milieu de l'édition, quand même. Enfin, relativement. Mais tu n'as pas été aussi dans le milieu musical à un moment donné Est-ce que tu n'as pas participé à un groupe tu n'étais pas guitare, tu étais guitariste? Oui, je suis guitariste harmoniciste. Je joue dans différents groupes de blues, quoi. Oui, tu continues? Oui, je continue, même si je raréfie, quoi. Et les gens te connaissent un petit peu en tant que... Mais en Ariège, ils me connaissent mieux en tant que musicien qu'en tant qu'écrivain. Je ne parle même pas d'astrologie. Ah oui. Tu connais le milieu des gens, des musiciens de l'Ariège. Oui, d'accord. Et tu es également poète. Et aussi, j'écris de la poésie. Tu connais aussi le milieu des poètes sans forcément que ce soit l'astrologie. Et puis dernièrement, j'ai fait à Toulouse une prestation poétique, si on peut dire, un soir à la médiathèque José Cabanis. Oui. Où j'ai dû crier des poèmes avec ma guitare aussi et l'harmonica. Oui, l'harmonica. Parce que les deux vont ensemble, sans parler des petits groupes où je joue de la planche à laver parfois. C'est quoi la planche à laver déjà? Mais la planche à laver, c'est un instrument que l'on retrouve dans la Louisiane française. Quoi. Oui. Et donc dans la musique cajun. Oui. La musique cajun de la Nouvelle-Orléans. Donc, alors je gratte avec des dés sur la planche à laver. Tu sais que moi-même, j'ai apporté un disque, d'ailleurs je peux le passer ce soir. Moi, je suis compositeur aussi, moi. Ouais. Je fais moi, je joue du piano et je siffle. Ah oui. Et je lis des textes parfois. Parce que moi, j'ai une grand-mère qui a écrit des poèmes. Je connais bien les milieux poétiques parisiens. D'ailleurs, je pourrais éventuellement te faire connaître dans les milieux poétiques parisiens, parce que je connais plusieurs groupes, plusieurs clubs de poètes. Et j'ai organisé au mois début février
j'ai organisé une soirée dédiée à ma grand-mère qui est poète, Claude Jonquière, qui a écrit dans les années 1920-1930. Et alors, c'était une sorte de spectacle, c'est-à-dire qu'il y avait une dizaine de gens qui ont lu tour à tour, et ça a été mis sur Internet. Ça va être mis sur Internet. Et donc, qu'est-ce que tu penses justement? On va me penser un peu à Rudyard. Parce que Rudyard était également à la fois compositeur. Il est très connu comme compositeur aussi. Oui. Est-ce que tu as rencontré, est-ce que dans ta réflexion, tu as rencontré Rudyard? Bon, j'ai lu Rudyard, bien sûr, j'aime bien, tout comme j'aime bien cette perspective jungienne, mais relativement, je ne suis pas spécialement jungien. J'ai rencontré aussi Alexandre Ruperti. D'ailleurs, notamment à Saint-Maximin. Voilà, Saint-Maximin. Parce que quand tu en étais à Saint-Maximin, tu étais déjà parti en Ariège, c'est ça? Tu étais venu spécialement de l'Ariège. Je présume qu'il est mort depuis, non? Oui, il est mort il y a déjà quelques années, oui. Et non, Rudyard, moi j'aime bien, mais enfin, sans plus, tout comme Jung, pourquoi pas. Et alors Jean Carteret, tu nous as parlé, qu'est-ce que c'était pour toi Jean Carteret? Que tu rencontres aussi grâce par notre intermédiaire, quelque part. Non, c'était avant votre intermédiaire. Ah oui. MAU. Non, on s'est connus bien avant. Ah oui. Ça remonte à la fin des années 60. Ah oui, début 70. Moi aussi, je fréquentais à ce moment-là, d'ailleurs. On se connaissait. C'est quelqu'un qui était tout à fait à part. Ah oui. Et je connaissais déjà un peu l'astrologie, mais il m'a incité à. Et puis il avait une façon, au-delà de l'astrologie, d'être. Et on a eu une accointance dès le départ. C'était un barbu aussi. Oui. On avait des tas d'accointances. Par exemple, il avait son permis de conduire comme moi, il ne savait pas conduire comme moi, il n'avait jamais conduit sa vie comme moi. Oui. Des tas de petits détails comme ça. Oui. Mais surtout, il avait une vision globale des choses que d'autres n'ont pas. Et c'était une sorte de philosophe, à la fois poète et philosophe. Et c'est ça qui m'intéresse, les poètes philosophes ou les philosophes poètes. Ce qui est assez rare, parce qu'en général, à notre époque de spécialisation, il y a des philosophes d'un côté et des poètes de l'autre. Et lui, il était entre les deux. Donc ça fait qu'il était autant du côté d'Abellio que du côté d'autres personnes. Il avait connu des gens comme Artaud, comme Daumal. Il était aussi graphologue, je crois, d'ailleurs. Et il connaissait aussi. Il avait connu Néroman, il travaillait avec les gens de l'équipe de Néroman, le collège astrologique de France. Voilà, il connaissait Marie Choisy, peut-être. Oui. Non, il connaissait énormément de monde. Il avait connu énormément de monde à Paris ou à Saint-Tropez, d'ailleurs. Sokolov, il connaissait Michel Sokolov aussi. Il y allait pendant longtemps. C'était un personnage tout à fait différent des autres. Et l'on ne peut pas embrigader. On ne peut pas mettre une étiquette sur Carteret. C'était quelqu'un en dehors. Et d'ailleurs, quand on lui demandait qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, il disait « je fais exception ».